Alors bonjour et bienvenue une nouvelle fois sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité dans son ensemble évolue vers son ultime perfection. Nous construisons la perfection sans le savoir, on l'ignore pour l'instant, mais l'humanité, à mon sens, va bientôt prendre conscience de ce qu'elle réalise depuis des millénaires de façon inconsciente. Et on n'est pas très loin d'atteindre cet état de perfection indépassable. Il faudra quelques siècles encore, évidemment, d'évolution, peut-être 2, 3, 4, 5, peut-être 10 siècles. Mais l'humanité, elle a le temps, en réalité. C'est l'humain qui n'a pas le temps. On est pressé, on aimerait voir les choses se réaliser rapidement dans la vie, en règle générale. On aimerait que l'humanité aille mieux, le voir un chemin, que ça soit beaucoup plus clair, que ça soit évident. Ça ne marche pas comme ça. Et donc, on a réalisé jusqu'à présent, entre le moment où nous nous sommes séparés des autres primates et aujourd'hui, on a évolué sur une sorte de ligne directive jusqu'à ce que nous sommes, jusqu'à devenir ce que nous sommes. Et si on trace une ligne dans cette évolution et qu'on la prolonge dans le futur, on atteint ce que j'appelle l'état de perfection indépassable, c'est-à-dire un état de fraternité absolue, de paix universelle, un fonctionnement universel, la mise en commun de tout dans l'humanité, l'homme qui n'est absolument plus un danger ni pour lui-même, ni pour ses congénères, ni pour la planète, ni pour les autres espèces, l'accession au 100% écologique, c'est-à-dire plus aucun impact négatif sur la planète, etc. Alors, on travaille à ça, sans le savoir, on peut le percevoir, évidemment. On voit bien qu'on est rentré dans un système écologique, là, et qu'il y a beaucoup d'énergie qui est mise à étudier, à chercher, à découvrir des choses qui utilisent le soleil, qui utilisent la marée motrice, qui utilisent le vent, qui utilisent pour trouver notre énergie, qui essayent de dépolluer les choses, d'écarter la pollution, d'en finir avec le gaspillage, etc. Donc sur la planète, ça travaille dur. Voilà, il faudra 20, 30, 40, 50, 100 ans peut-être pour atteindre un état beaucoup plus sain que celui-ci. Mais on y travaille, on commence à prendre conscience de ça. Et ça va très vite à partir du moment où l'humanité va prendre véritablement conscience que l'intérêt, c'est de travailler en commun, de mettre en commun notre énergie, d'arrêter de nous faire la guerre, de nous mettre des bâtons dans les roues, les Américains et les Chinois, chacun essaye de neutraliser l'autre. On peut travailler de façon coordonnée. Ça va venir, les nouvelles générations commencent à être prêtes au niveau conscience pour travailler comme ça. Il y a encore les vieux faucons qui sont là et qui aiment bien la guerre, qui aiment bien le pétrole, qui aiment bien tout ça et qui continuent. Et qui met, voilà, les générations, elles écartent les vieilles pensées. Voilà. Alors, pour démontrer cette théorie utopiste ou disons, c'est une utopie réalisable, téléologique, c'est-à-dire qui s'occupe des fins dernières de l'humanité, je m'appuie des fois sur des audios que je rencontre. Et là, depuis quelques vidéos, je travaille sur une série que France Culture avait proposée à François Châtelet, l'histoire de la raison, l'évolution de la raison au sein de l'humanité. Alors on a commencé par Platon et puis Aristote, et là on a sauté directement à la révolution copernicienne. C'est le troisième ou la deuxième vidéo à ce sujet-là. Donc je lance la vidéo, je découvre en même temps que je commente, et mon commentaire, c'est juste, j'utilise simplement ces audios pour préciser mon travail ou pour digresser sur d'autres choses, voilà. Et en même temps pour écouter ce travail de François Châtelet, qui est un conteur extraordinaire. J'aimerais bien avoir
son débit, sa voix, son calme, sa sérénité. Ça serait beaucoup plus agréable à écouter pour vous, mais bon, c'est pas le cas. Donc je lance et je digresse. J'en profite pour vous dire que si vous trouvez qu'il y a de l'intérêt à ce que ces vidéos, cette idée que l'humanité va vers sa perfection se répande un peu, qu'elle commence à occuper l'esprit de l'humanité, que l'humanité commence à prendre conscience qu'il y a peut-être un sens dans cette évolution de l'humanité et que ça serait bien de commencer à y réfléchir. Vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, vous pouvez donc mettre des liens, envoyer le lien à vos amis, vous pouvez écrire des commentaires, tout ça augmente la visibilité et allez visiter le site mécaniqueuniverselle.net où je démontre tout ça depuis maintenant, ça fait 25 ans que ce site est en ligne. Donc je lance et je découvre et on commente. D'une série de progrès faits dans les siècles qui ont précédé. D'un seul coup, tous ces progrès qui s'étaient accumulés d'une manière assez secrète et qui n'avaient pas réussi à entrer en contact les uns avec les autres, de l'époque, se trouvent, pour des raisons et des causes multiples que les historiens analysent, se trouvent brutalement mis en rapport les uns avec les autres, et que ça fait un événement majeur que l'on a coutume d'appeler renaissance, mais qu'il vaudrait peut-être mieux appeler apparition ou affleurement de la modernité. Voilà, alors là on est passé donc d'Aristote à la révolution copernicienne. Donc c'est à ce moment-là, au XVIIIe siècle, XVIIe siècle, même XVIe siècle, je pense, hein, que beaucoup de choses vont s'éveiller. Ce qu'on appelle la Renaissance, et qui effectivement porte mal son nom peut-être. Pour ne pas dire qu'avant, c'était le sommeil. Voilà, avant, il y a eu une vie intense. Bien entendu, le Moyen-Âge a été très intense. Se radicalise et présente une face particulièrement originale et éclairante. Le Moyen-Âge a été intense au niveau spirituel, justement. C'est un autre monde qui apparaît à ce moment-là, mais la pensée, la puissance de la pensée, de tout ce que les spirituels rénants, les pics de la Mirandole, les spirituels du judaïsme et de l'islam qui se côtoyaient parce que voilà, ils vivaient côte à côte, et les Maïmonides, les Ibn Arabi, les Rumi, les Al-Farabi, les Al-Ghazali, etc. Tous ces grands penseurs qui nous ont apporté des choses incroyables, hein. Et ça c'est qu'une petite partie de ces penseurs-là. Le soufisme, mais aussi la philosophie grecque, etc., etc. Et donc, ce qu'on appelle le Moyen-Âge pourrait s'appeler l'âge spirituel, par exemple. Oui, pour qui se souvient de ces manuels scolaires, la Renaissance, ce sont les grandes découvertes, et les grandes découvertes, ça commence par la découverte de l'Amérique, ce sont donc les grandes découvertes et l'imprimerie. Certes, ce sont des grandes découvertes, l'Amérique et l'imprimerie, mais il y a autre chose. Et je serais amené à insister sur l'importance d'un événement religieux, la Réforme. Aujourd'hui, je voudrais insister sur l'importance d'un événement intellectuel, l'apparition de la physique. Et pour essayer de faire comprendre un peu ce qui s'est passé, en dehors des aspects strictement techniques. Et alors, quand même, il faut avouer que là, ces siècles, même si ça s'est fait de manière horrible, atroce, avec l'esclavage, avec en montrant vraiment l'état d'esprit de l'Occident vorace et de l'Occident religieux qui s'est déconnecté du spirituel, ou que le spirituel est rentré dans le vénal, dans le politique,
et donc qui a permis en réalité l'esclavage, qui a permis, voilà. Et là, le religieux s'est complètement fourvoyé. Le christianisme, il a perdu son éthique à ce moment-là. Mais il faut avouer qu'en même temps, c'est le monde qui se fédère, qui se découvre, voilà, qui commence à... Le monde commence à être compris. Et là, ça change tout. On passe dans une autre dimension. De cette naissance de et la physique, c'est bien sûr... C'est aussi la découverte du monde qui lui permet d'atteindre ça. Au XVIe siècle, dans la seconde moitié du XVe siècle et au XVIe siècle, il se produit une mutation dans l'intérêt des hommes. Et pour en parler d'une manière simple, j'évoquerai simplement ce qui se passait dans l'atelier de Verrocchio. Alors, ça, c'est intéressant, hein, ce qu'il va le dire. Mais il faut resituer ces épisodes-là, cette série de François Châtelet, à l'époque où elle a été émise, c'est-à-dire dans les années 70, je ne sais pas s'il y a... en 79. Bon, le monde a changé depuis. La vision de l'Occident à ce moment-là, la vision... Là, on est dans une grosse remise en question. On est en train d'accuser l'Occident de ce qu'il a fait. Il va falloir que l'Occident fasse son mea culpa, montre vraiment s'excuse pour les abus qu'il a fait en allant à la rencontre de l'Amérique, de l'Afrique, etc. Et donc, on est en train de passer dans une autre vision qui est beaucoup plus universaliste, où ce qu'a apporté l'Occident au niveau technique n'est pas plus important que ce qu'a maintenu au niveau spirituel d'autres cultures ou ce qu'apportent les autres. On est en train de casser l'ego de l'Occident, de casser le narcissisme de l'Occident. Et ça, c'est très très bien. Les jeunes Africains, les jeunes du monde entier sont en train de briser l'ego colonial de l'Occident, de la partie coloniale de l'Occident. Parce que dans l'Occident, il y a les esprits coloniaux et il y a les esprits colonisés, les esprits qui ont été les esclaves en Occident de ces mêmes coloniaux en réalité. Hein. Parce qu'au XIXe siècle, par exemple, ben, les gens qui travaillaient pour le patronat en France ou en Europe, n'importe où, pour des salaires de misère et de façon complètement esclavagiste, ils étaient exactement au même niveau de souffrance et d'esclavage que la colonisation ou que les autres. Donc, c'est pas l'Occident, c'est vraiment le système dominant qui émane, qui exprime un psychisme colonial. Il y a le psychisme colonial en Occident qui se transmet chez nos dominants, hein, parce que les dominants actuels qui sont au gouvernement ou qui sont au patronat ou dans des choses comme ça, la plupart ou une partie de ceux-là ont un esprit colonial qui découle de cette mentalité coloniale qui s'est imposée pendant des siècles en Occident, en laissant ce narcissisme, en transmettant ce narcissisme de génération en génération jusqu'à présent. Et c'est celui-là qu'on doit raboter. C'est ce narcissisme-là que l'humanité est en train de raboter, parce que c'est la jeunesse du monde qui est en train de la raboter. C'est pas nous-mêmes. Ces dominants-là, ben, ils résistent à se faire raboter l'ego, à se faire raboter le narcissisme. Et donc, c'est bien l'Afrique qui nous aide à raboter cet ego-là, ce narcissisme de trop. À Florence. Alors ça, c'est dans l'atelier de Verrocchio à Florence, aux environs 1480. de 1480. Donc, c'est l'époque où on découvre l'Amérique et tout. Il y a un maître d'œuvre qui est Verrocchio. Où l'Amérique nous découvre, qui pardon. est un sculpteur
mais qui est aussi un décorateur, on dirait maintenant. Ça, c'est incroyable. Verrocchio. Qui fait des bijoux. Ah, Qui incroyable. aménage les maisons. Incroyable. Qui aménage les places publiques. Ça, c'est... Et qui a réuni autour de lui un certain nombre de jeunes gens particulièrement doués. Donc Verrocchio, l'atelier de Verrocchio, 1480. Et donc il fait, je ne savais pas, il faisait un peu tout en réalité. Il décorait les maisons, il faisait des bijoux, c'était un atelier de créateurs. C'est incroyable. Qui s'attelle un peu à toutes les tâches. Aussi bien la tâche qui consiste à faire des tableaux sur la commande, notables de Florence, qu'à porter les blocs de pierre qui vont servir à la construction de tels balustres ou de telles statues. Dans cet atelier, donc, les jeunes gens qui vont être les grands peintres de l'époque ont un contact direct avec la matière. Je vais lire quelque chose là-dessus. Ils sont à la fois artisans et techniciens, et en même temps, Verrocchio leur apprend à se considérer comme explorateurs de la réalité. Ils ont une pratique directe, un contact direct avec la réalité matérielle, et Verrocchio leur demande d'avoir leur regard constamment éveillé, de ne rien manquer de ce qui se passe. Il va expliquer en particulier que pour sculpter ou pour peindre un cheval, mais il faut savoir comment il est fait. Il faut aller à l'abattoir pour regarder les muscles du cheval au moment où l'équarrisseur commence son métier. C'est là où... Il y a une véritable éducation de l'œil en rapport avec un intérêt particulier pour la matérialité des choses. Voilà, une curiosité. Là, on sent qu'il y a un mouvement qui arrive là. Et en fait, tout est coordonné. Et là, on le vit, par exemple, aujourd'hui. C'est-à-dire que les créatifs utilisent tout. Utilisent l'IA, utilisent les ordinateurs, voilà, on voit que tout, c'est très, très interdépendant et on comprend pas qu'on est dans cette interdépendance. On ignore, on n'arrive pas à le voir de façon... On comprend pas qu'on est interdépendant au niveau universel et on croit qu'on est contre les Russes, contre les Chinois, contre l'Afrique, contre l'Asie, contre etc. etc. Et pareil les autres régions. Et alors que tout est en parfaite interdépendance, quoi. C'est inouï. Et on prend pas conscience de ça. Pas plus qu'on prend conscience que nous sommes des altruistes qui s'ignorons. On comprend pas qu'on est tous des altruistes, puisqu'on laisse tout une fois qu'on a fini notre existence. On s'en va, on meurt, on est enterré ou incinéré ou brûlé sur un bûcher, et on laisse tout. Voilà. Donc tout ce qu'on a fait, on le laisse, c'est pour l'humanité en réalité. Donc on laisse tout à l'humanité. On est des altruistes réellement. Et on l'ignore. Alors que si on le savait, on pourrait avoir de la bonté les uns envers les autres, de la bienveillance, de l'amour. On se verrait comme des altruistes. Donc on aurait vraiment de l'amour les uns les autres. Mais ça viendra. Voilà, pour l'instant, on n'a pas compris ça. Moi, je l'écris. Et donc, dans quelques siècles, ça sera exprimé. Dans l'atelier de Verrocchio se passe donc des événements exceptionnels qui vont expliquer la prodigieuse floraison d'œuvres remarquables qui vont en sortir tant sur le plan pictural que sur le plan architectural et sculptural. L'imprimerie, revenons quand même sur l'imprimerie. Il se produit aussi une transformation avec la diffusion du livre. Bien sûr. C'est dingue, tout se passe dans ce moment-là. Hein. Les livres étant en très petit nombre, la liberté avait été prise. Donc, les livres étant en tout petit nombre, l'habitude avait été prise, on va voir la suite.
Qu'est-ce que je voulais dire? C'était en effervescence. Mais bon, je me souviens plus ce que je voulais dire. De les lire à haute voix. Les livres se lisaient à haute voix. De telle sorte que même lorsque le lecteur était seul, il était accoutumé à se lire à haute voix le livre qu'il avait sous les yeux. On rend compte d'un des éléments de la civilisation monacale par cette nécessité de lire à haute voix les textes et de s'enfermer par conséquent dans une chambre seule. Or, avec la multiplication des livres, quelque chose apparaît. On commence à lire avec les yeux. On ne se lit plus le texte en le parlant, on le découvre directement, visuellement. Et du coup, d'une certaine manière, le livre prend un côté plus abstrait. Et l'œil est un explorateur infiniment plus délié, Aristote le disait déjà au IVe siècle, que ne l'est l'oreille. Donc là aussi, l'intérêt pour la matière sensible, pour la réalité sensible, se développe. Il y a bien d'autres causes qui interviennent. Le développement de la civilisation urbaine, le développement de l'artisanat. Je le répète, la radicalisation et la mise en application technique de toutes les inventions du Moyen-Âge, tous ces éléments font que se produit un ébranlement dans la conception du monde. Et cet ébranlement, celui qui peut être le signal avec le plus d'intensité, c'est Copernic. Et alors, là on voit à quel point c'est judicieux quand même ce qu'il dit, en sautant jusqu'au XVIe siècle, jusqu'au XVe siècle en gros, fin du XVe siècle, début du XVIe, etc., chez François Châtelet. Parce que c'est vrai que dans la période intermédiaire, il y a une évolution inouïe, mais le spirituel est au centre. On n'est pas passé sur le matériel. Là, on voit la rupture en Occident qui va faire que l'Occident va passer sur le rationnel, sur une autre façon d'interpréter le monde. Il faut comprendre à tout prix, il faut, etc. Alors, évidemment, il y a des côtés négatifs à cela. On ne peut pas parler de négatif parce que tout sert à conduire l'humanité à sa perfection. Le négatif comme le positif. C'est un travail commun, tout sert en réalité. Et sur la mécanique universelle, je démontre que c'est le travail conjoint du délinquant et du juge qui fait avancer le droit. Le délinquant cherche à abuser de ses concitoyens sans se faire prendre, il trouve une faille dans le système, il abuse et le juriste arrive et il pose une nouvelle loi. Et si le code pénal il fait ça maintenant, en partant des quelques lois mosaïques proposées par le judaïsme, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas la femme de ton voisin, tu honoreras ton père et ta mère. Bref, si à partir de ces quelques lois, c'est devenu ça le code pénal, où on interdit tout un tas de choses pour maîtriser les pulsions humaines, pour maîtriser la capacité humaine à abuser de ses congénères. Hein, parce qu'en fait, c'est ça. C'est la maîtrise progressive du comportement qui se joue dans le développement des interdits. Plus il y a ces interdits, et plus l'homme est contraint de respecter les autres. Ce qu'on faisait il y a 40 ans en arrière ou 50 ans, le droit quasiment de cuissage ou je sais pas, enfin l'abus dans le cinéma, voilà, avant MeToo et après MeToo, c'est deux mondes, voilà. Et donc ces interdits vont changer complètement les relations hommes-femmes, voilà. Et donc c'est très très important tout ça.
L'ouvrage fondamental de Copernic paraît. Alors, Copernic, bon, on arrête là. Ça sera une autre vidéo. Voilà. Donc, je vous remercie de votre écoute. Et puis, je vous dis à tout de suite parce que je relance la vidéo immédiatement. Merci de votre écoute. À bientôt.